Est-ce qu'il y a un peu de son? Parfait. L'idée était que je vous présente un petit peu l'environnement de demain. Pour certains, ça paraît être demain et un peu lointain. Et finalement, en fait, c'est pas si loin que ça. C'est l'environnement des objets connectés. Notre projet, il a commencé en 2012. Donc, en fait, notre histoire, elle s'écrit à travers le logo. Objet domotique, on retrouve à travers notre logo l'arrivée de l'ensemble des objets connectés avec les trois univers qui sont la robotique, la domotique et un environnement qu'on appelle le maintien à domicile, tout l'environnement de la santé. Et puis donc on retrouve la maison, l'habitat, et en dessous la main qui est la main tendue vers les autres. Donc en fait notre histoire elle a commencé en 2012. J'ai été victime d'un accident de la circulation. J'ai été couché pendant quasiment 2 ans. Enfin en rééducation plus exactement pendant 2 ans, de façon très intensive et je me suis rendu compte que tout était très loin quand on n'a pas la chance d'avoir la mobilité que j'ai récupérée depuis. Et il s'avérait que les téléphones deviennent de plus en plus grands, qu'on a la chance d'avoir des outils qui grandissent, alors qu'en fait, dans la réalité, on est plutôt sur une ère de la miniaturisation. Et ça paraît absurde d'avoir des choses qui sont de plus en plus grandes. Et à travers la recherche, je constate que les téléphones, s'ils deviennent de plus en plus grands, c'est parce qu'ils ont des fonctions de plus en plus importantes, et que maintenant, en fait, le téléphone ne sert plus du tout à téléphoner, mais bien à piloter un certain nombre de choses. Et puis historiquement, la domotique, ça fait 30 ans qu'elle essaye d'exister, elle n'arrive pas à s'implanter parce que il fallait être propriétaire, faire des saignées dans les murs, raccorder les volets par des fils à une tablette qui était elle-même scellée dans la cuisine. Et donc, du coup, on passait plusieurs fois devant les volets pour aller appuyer sur un bouton qui fermait les volets devant lesquels on était passé. Donc évidemment, ça ne servait à rien. Et puis arrive la téléphonie, ces fameuses box qui commencent à vous raccorder avec du haut débit et qui permettent de raccorder les outils de votre maison à cette box à votre téléphone. Et donc votre téléphone, du coup, il est dans votre poche. Donc en fait, vous avez les commandes de la maison dans la poche. Donc ça, en 2012, ça paraissait complètement lunaire de tenir des propos pareils. Et je vous jure qu'il y a bon nombre de personnes qui ne croyaient pas un mot de ce que je disais. Il y a encore des sceptiques, mais ça devient de moins en moins important. Et puis, en 2014, on a commencé à faire vraiment évoluer notre modèle. On est rentré sur le marché des objets connectés, en fait, là, pareil, qu'est-ce que c'est que les objets connectés? Les gens n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire. Google, qui est quand même le plus gros moteur de recherche, n'avait pas rassemblé, n'avait pas associé ces deux mots, objet et connecté. Donc, évidemment, le mot connecté existait, les objets existaient, mais les deux n'existaient pas encore. Et aujourd'hui, ça fait partie des mots les plus recherchés sur Internet, que sont les objets connectés. Donc en fait, à travers les objets connectés, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est tout ce qui va se piloter et qui va avoir une fonction pilotée à distance. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver après quand on va sur l'habitat? On va retrouver des objets qu'on va entrer à l'intérieur de la maison qui vont se piloter depuis l'extérieur de l'habitat et sur lequel on va avoir une fonction. Et puis l'incidence après, c'est les objets qui eux-mêmes ont une première fonction. Et demain, petit à petit, ces objets vont commencer à avoir d'autres fonctions qui vont s'associer les unes avec les autres. Et donc on part d'un scénario unique dans un premier temps, c'est-à-dire je me connecte à mon volet. Et puis je peux dire à mon volet, je m'ouvre ou je me ferme. Donc là, on est sur un message simple. Après, on est sur un message un petit peu plus compliqué qui est je me connecte à mon volet pour savoir s'il est ouvert ou s'il est fermé. C'est déjà plus le même message. Et puis après, on va complexifier encore un peu plus, c'est-à-dire d'avoir un vrai scénario autour de l'habitat qui est de dire je m'en vais, je pars travailler. Et donc, dans le scénario, il est préconisé le fait que quand je ferme la porte, elle se ferme toute seule. Une fois que la porte s'est verrouillée, l'alarme se met en marche. En même temps, ça va baisser la température. En même temps, les volets vont se fermer et ainsi de suite. Et on peut imaginer l'habitat qui s'adapte à volonté. Alors tout ça, ça peut paraître totalement inutile si on n'est pas dans une nécessité, mais si on revient au début de mon histoire, quand on est dans la problématique avec le fait d'avoir été accidenté, bon nombre de ces choses auraient pu largement me rendre service. Et puis on n'est pas obligé d'imaginer toujours la vie du pire, ce qui est le scénario des assureurs qui vous vendent le fait que potentiellement dans votre vie il peut vous arriver quelque chose. On peut réfléchir simplement à la réalité de la vie, et que souvent il y a ce qu'on appelle l'hospitalisation de jour.
jours. Donc il arrive un certain nombre de choses. On a un petit événement dans sa vie. Les hôpitaux font en sorte qu'on soit de moins en moins à l'intérieur de l'hôpital, qu'on revienne de plus en plus vite chez soi. Et là, les choses deviennent assez vite compliquées. Alors c'est jamais forcément dramatique, hein, mais ce qui peut être compliqué, ça peut être je suis avec une mobilité réduite pendant un petit moment, et donc je ne sais pas qui sonne à la porte, je ne sais pas comment aller lui ouvrir, je dois organiser la rotation entre la personne qui vient faire la kiné, qui après va donner la clé à la personne, enfin qui va ouvrir la porte à la personne qui va venir faire le ménage, parce que comme c'est un organisme, que c'est forcément la même personne qui intervient à chaque fois, qui va après ouvrir au kiné, qui va ouvrir à l'infirmière, qui va ouvrir... Et en fait, d'un seul coup, on se rend compte que d'un élément qui est complètement superflu, comme pourrait être l'assurance tant qu'on n'a pas d'accident, et ben dans l'habitat, il y a aussi ça. Et puis, en plus de tout ça, nous, on a développé un nouvel environnement qui est tout l'environnement de la silver economy, qui est en fait, bien évidemment, le vieillissement de la population, avec une problématique conséquente qui est le nombre de places en EHPAD, la qualité de vie dans les EHPAD, l'abandon de la relation familiale qui se fait. Et donc la réalité, c'est que 90% des gens ne veulent absolument pas quitter leur domicile, mais pourtant ils sont obligés d'y aller, parce qu'il n'y a que 6% des gens qui sont équipés d'une solution qui permet de rester à domicile. Donc là vient d'un seul coup une notion de prix. C'est bien joli toute cette histoire, mais si on doit équiper une maison, combien ça coûte? Donc toujours pareil, combien coûte une voiture? Ça va dépendre de la voiture qu'on veut utiliser. Et quelle distance on veut faire avec cette voiture? La maison, ça va être la même chose. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les solutions, elles viennent s'adapter sur du bâti déjà existant. On n'est plus obligé de partir sur une maison neuve. On n'est plus obligé de casser de murs et de faire passer de fils dans tous les sens. Il y a une multitude de services qu'on peut adapter. Et en ce qui concerne le prix, je vais juste faire un petit ratio. La vie en EHPAD, c'est 4 ans et demi de fin de vie à l'intérieur d'un EHPAD. Le coût est de minimum 3 000 € par mois. Et sur ces 3 000 €, il y a 1 500 € à la charge de la personne, 1 500 € à la charge des complémentaires de santé. Si je vous dis que sur les 4 ans et demi, donc ça représente 162 000 €, donc on n'est pas loin du prix d'une petite maison, et donc juste pour pouvoir avoir une qualité de vie à peu près correcte. Donc si après, à partir de là, on imagine qu'on passe sur une solution qui va garantir pendant au minimum 2 ans et demi sur les 4 ans et demi l'optimisation à l'intérieur de l'habitat, au-delà même de l'aspect pécunier, au-delà même de l'aspect de la technicité et tout ça, on reste dans un environnement que tout le monde donc veut garder. Et pour ça, en fait, ça serait l'équivalent de 2 mois dans un EHPAD. Donc d'un côté, on se dit, on a 4 ans et demi à financer. Nous, on peut repousser la solution de 2 ans et demi, c'est-à-dire un peu plus de 80 000 €. Et en parallèle, pour pouvoir repousser cette solution, il faut faire un investissement de environ entre 4 et 6 000 €. Ce qui laisse quand même imaginer en fait la dimension des solutions qu'on peut apporter à tout le monde sur l'habitat connecté. Alors qu'est-ce qu'on va avoir en fait, dans cette logique de l'habitat connecté? Parce que je ne suis pas en train de vous vendre du rêve avec une cuisine qui s'élève, avec une salle de bain qui s'adapte et tout ça. En fait, c'est quels sont les points de fragilité à l'intérieur de l'habitat. Première chose, le premier phénomène déclenchant qui fait que les gens sont obligés de quitter leur domicile, c'est pas la personne qui vit à l'intérieur de son domicile, ce sont les aidants familiaux. En fait, il y a un scénario que nous on raconte, c'est ça fait 3 fois que je t'appelle, je suis inquiet, je peux pas te laisser dans cette situation, donc idéalement je vais te placer dans un EHPAD. Et je vais te placer dans un EHPAD aujourd'hui parce que tu vas bien, et je vais pas attendre que tu te dégrades, et donc je préfère te voir avec des gens qui vont pas forcément très bien, mais où du coup ça va aller mieux parce que je serai tranquille, et toi, on fait l'abandon complet de ton choix. Et bêtement, par amour, il y a beaucoup de gens qui disent « Ok, j'accepte. Je vais donc quitter ma maison et je vais aller m'installer dans cette fameuse EHPAD et je vais rencontrer des gens avec qui je vais essayer de me reconstruire une vie sociale. » Je ne vends pas du rêve. Hein. C'est quand même pas le truc le plus fun qui existe. Et donc, en fait, ça veut dire que ces fameux phénomènes déclenchants, ce sont juste des gens qui disent « Je t'aime ». Et je voudrais sécuriser.
Et donc, si on part du principe qu'on peut sécuriser la personne en la maintenant dans son habitat et qu'on va en plus servir d'information, on va revenir dans un vieux dicton qui dit « pas de nouvelles, bonne nouvelle ». Puisque, de toutes les façons, ce qui se passe à l'intérieur de la maison, j'ai une information si ça ne va pas. Tant que ça va, j'ai pas d'information. C'est tranquille. Et si ça ne va pas, je reçois une alerte. Quid de l'alerte? Donc l'alerte, en fait, on va avoir quoi? C'est simple. Je vieillis la nuit, j'ai besoin de me lever. Mais comme j'ai pris des médicaments le soir, parce que mon sommeil est un peu mouvementé, parce que ma santé elle est un peu fragile, et quand je me lève la nuit, des fois j'oublie d'allumer la lumière, ou je fais les choses un peu par réflexe, ping, je tombe, et c'est là que le problème existe. Donc en fait, il existe des choses qui est bêtement un rail de lumière qui va faire qu'au moment où je mets le pied par terre, hop, la lumière s'allume, sans que j'ai besoin d'aller chercher dans mes souvenirs, les lunettes et un certain nombre de choses qui font que, toc, je peux aller jusqu'aux toilettes. Et en même temps, si je suis parvenu des toilettes au bout d'un quart d'heure, peut-être que ça vaut la peine que l'outil se préoccupe. Donc en fait, on va programmer un certain nombre de scénarios qui vont faire que, en fonction de des situations qui fonctionnent, donc il n'y a rien qui déclenche. Et si jamais il y a des paramètres qui ne fonctionnent plus, enfin l'algorithme qui dit ça n'est pas cohérent, à ce moment-là, j'anticipe pour pouvoir dire j'envoie une alerte. Donc je suis un aidant familial et je me dis j'ai pas d'alerte, tout va bien. Ça pose une problématique, c'est que s'il n'y a pas d'alerte, vient le choix de est-ce que c'est du bon matériel, et donc effectivement j'ai pas d'alerte parce que le matériel est compétent, ou le matériel est totalement obsolète, fait en Chine pour pouvoir faire une caricature, et donc ça ne marche pas, et donc je dois m'inquiéter encore plus. Je dois me dire, j'ai tout fait pour que la personne, elle aille bien, mais en même temps je me dis que peut-être que c'est le matériel qui va pas aller. Et donc pour ça, il faut vraiment des personnes qui vont garantir le choix des produits, installer le produit, c'est-à-dire l'implanter n'importe où en France, donc un réseau d'installateurs qualifiés, certifiés, et que ce réseau d'installateurs aura testé le matériel et avec après un recours régulier de test de produits. Et ça, c'est la solution qu'on va apporter avec Objet Domotique. L'idée étant qu'on développe une plateforme, ce qu'on appelle le service connecté, on développe une plateforme qui va permettre d'étudier les besoins de tout à chacun, que ce soit sur la maison principale, la maison secondaire ou pour la famille vieillissante que je vous ai raconté juste avant, qui va permettre en fait de s'habituer avec un certain nombre d'outils. Je vous ai expliqué, c'est plus coûteux comme ça l'était, ça apporte des solutions qui sont bien au-delà de ce que l'on pourrait imaginer en termes de profit, en rapport à la dépense, et donc en fait on va porter les services quel que soit l'endroit sur la France. Donc on déploie un réseau de 20 000 installateurs sur la France qui sont formés, produits, certifiés, et que donc, une question de Bayard. Et donc, à partir de là, on va accompagner le consommateur pour, en amont, faire un audit des besoins. Ensuite, identifier quels sont les produits qui existent déjà, parce que c'est extrêmement technique. Il faut se dire que si vous avez déjà, ne serait-ce que juste un portail automatique à votre maison, plutôt en soit pas dans le domaine de la technologie la plus avancée qui existe, mais si vous avez un portail, vous avez donc déjà une télécommande. Si on vous installe une station météo, vous avez potentiellement un deuxième appareil, après des volets un troisième, après un chauffage un quatrième, ainsi de suite. Et donc, les solutions qui vous sont proposées aujourd'hui sont multi-protocoles, multi-informations, et donc si on ne centralise pas, vous avez 20 produits connectés, 20 télécommandes, donc aucun qui vous intéresse. Moi, je connais des gens qui posent encore la télécommande de la télé sur la télé. Donc vous êtes dans le canapé, et là, tiens, je voudrais allumer la télé. Ah oui, il faut que je me lève, il faut que j'aille à la télé, que je récupère la télécommande, que je la ramène, que je me mette dans le fauteuil, je me réinstalle et j'appuie. Ah, je n'avais pas allumé la télé parce que j'avais coupé la prise, parce que je ne voulais pas consommer, parce qu'elle était sur veille. Il y a un moment, il faut aussi vouloir comment on veut utiliser le produit. Et donc les objets connectés, et donc les solutions de la domotique, c'est ça. C'est-à-dire que soit on en fait une solution qui simplifie la vie, soit on la complexifie. Et donc, à ce jour, à part chez nous, il n'y a aucun installateur qui vous propose une solution de répartir sur la France entière un réseau d'installateurs qui vous accompagne sur un audit en premier pour identifier les besoins, vos besoins. Ensuite, les protocoles que vous avez déjà en termes de produits
pour les simplifier et ne pas démultiplier. Ensuite, vous accompagner sur l'installation, sur le paramétrage, et ensuite garantir derrière le SAV. Le SAV ne veut pas dire un retour sur panne systématique, ça veut dire bêtement, je veux installer un nouveau produit, et donc sur quel format je suis et comment je vais adapter un nouveau produit. Parce que vous avez bien compris que cette maison connectée, elle ressemble de plus en plus à votre voiture. Et dans votre voiture, vous ne vous posez plus la question de savoir si elle est bien connectée ou pas, parce que de toutes les façons, tous les constructeurs vous l'apportent. Donc, vous avez réinstallé un kit main libre, vous avez installé une serrure connectée pour piloter directement à distance, elle démarre, elle se chauffe automatiquement, vous avez la climatisation en interne automatiquement et tout ça, les vitres électriques, mais finalement, vous avez une multitude de choses qui sont communes à votre maison. Donc, en fait, on va retrouver, dans l'évolution de cet habitat intelligent, on va retrouver une multitude de choses pour lesquelles vous avez l'habitude. Sauf que c'est le contexte qui change. Dans votre voiture, ça ne vous choque plus d'avoir des essuie-glaces qui se démarrent automatiquement parce qu'il pleut. Ça n'a plus rien d'angoissant. Et donc, il va falloir petit à petit que les consommateurs fassent confiance aussi quant au fait que votre habitat va apporter des solutions pour la qualité de vie à l'intérieur de cette maison. Alors, on va retrouver bêtement dans la maison principale, par exemple, tout ce qui vont être des outils de sécurité et de confort. Donc je m'en vais, je veux que ma maison elle se ferme, qu'il y ait une alarme, que le chauffage s'adapte, que le volet se ferme et ainsi de suite. Dans la maison secondaire, c'est quand même dommage d'avoir la chance d'avoir une maison secondaire, qui est déjà une contrainte, parce que ça veut dire que vous allez passer souvent vos vacances au même endroit. Ou alors vous avez plusieurs maisons secondaires. Et là on change, on passe sur les MPR, méga problème de riches. Donc à partir de là, en fait, vous avez donc votre habitat, et donc si c'est pour y aller, pour vous occuper sans cesse des tâches et des contraintes, quel est le plaisir d'avoir une maison secondaire? Donc il y a des outils aujourd'hui qui permettent de gérer, qui vont s'occuper de faire la tonte automatique, qui vont faire évidemment les carreaux, une multitude de choses que vous connaissez par cœur, parce que ça n'a plus rien de choquant. Et comme ça se démocratise de plus en plus, ça devient de plus en plus abordable, et à partir de là, en fait, vous avez des vrais services. Petite anecdote, j'ai la chance d'avoir une piscine. Mon fils, quand il était jeune, il allait avec ses copains dans la piscine. Et à chaque fois, je lui disais, non, attends, j'ai 2 heures de nettoyage de piscine à faire avant. Quand vous avez fini de faire le souk, il y a encore le nettoyage de la piscine. Vous êtes gentil, mais là, limité. Donc en fait, j'avais un truc qui était une contrainte. Après, une fois que j'ai mis un robot dedans, j'ai dit à mon fils, t'es gentil, maintenant qu'on a ça, il faudrait qu'il l'utilise. Et donc, en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que vous avez une maison, on se contraint un certain nombre de choses parce que finalement, vous y voyez la contrainte. Et c'est la réalité pour l'ensemble des choses que la maison peut vous apporter. Soit c'est une charge, soit c'est un profit. À un moment, il faut juste décider de passer à l'action, d'aller de l'habitat inerte à l'habitat intelligent. Et aujourd'hui, curieusement, notre entreprise, elle a donc 2 ans et demi d'existence. Et en 2 ans et demi, aujourd'hui, les plus grosses entreprises s'intéressent à nous. C'est cool. En Touraine, on a une boîte qui n'a pas beaucoup d'existence, petite start-up dont de grands acteurs s'intéressent à nous, et ils sont vraiment nombreux, et des très grosses entreprises s'intéressent à nous. Pourquoi? Parce que ce que je vous raconte comme histoire, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui garantit la relation entre tous les produits, entre l'interprétation, l'audit du client, la lecture des protocoles, la simplification d'utilisation, et à la fin, un accompagnement pour la pose. Typiquement, vous voulez faire poser un produit de domotique, vous allez être obligé de vous adresser à une marque. Donc Thomson va vous décliner un ensemble de produits avec un protocole fermé. Legrand va faire la même chose, Siemens et ainsi de suite. Ils sont Somfy et ainsi de suite, ils sont nombreux. Sauf que vous êtes contraint d'appliquer tous les produits à la marque. Et si vous voulez commencer à sortir un petit peu des sentiers battus, c'est un peu comme les chaînes stéréo il y a 30 ans. Vous aviez ceux qui allaient sur une chaîne compacte et ceux qui décidaient de faire la chaîne composée. Et donc quand vous aviez fait le choix de faire une chaîne composée, tous les constructeurs avaient bien compris le truc et ils faisaient en sorte que les contacteurs ne soient pas compatibles. Jusqu'à ce que petit à petit on se rende compte que c'était un vrai marché et qu'il fallait aller sur ce marché. Mais là, on a une éternité avant que la maison devienne un protocole commun à tous. Je peux vous dire que c'est un vrai frein à la commercialisation. Et donc, qu'est-ce qui retient encore cette commercialisation? C'est l'acteur final. C'est ce fameux artisan. L'artisan, il dit non, mais voilà. Arrêtez, je ne vous installe pas de la domotique, ça plante tout le temps,
c'est de la merde. Merci. Sympa. Et en fait, pourquoi? Il a tout à fait raison. Il a raison parce que, à ce jour, personne ne l'a formé. Personne ne l'a accompagné. Et donc, il est soit lui en train d'essayer de vous apporter une solution, soit il préfère vous router vers une marque en disant bah, passez par eux parce que eux, de toutes les façons, ils ont leur propre installateur. Ce ne sont pas des artisans, ce sont les installateurs de la marque et ils vont vous appliquer l'installation exacte de cette marque. Mais du coup, vous repartez avec vos 20 télécommandes puisque vous n'aurez toujours pas la solution à votre problème. Donc nous, à ce stade-là, on va former les artisans, on va les labelliser pour les produits, on va les déployer et après, en plus, on apporte une autre solution, c'est qu'on interconnecte les artisans entre eux. Donc on a un artisan qui est spécialiste dans tel département pour, mettons, de l'alarme. Et donc, quand il y en a un autre dans un autre département qui a une problématique, on les met en relation et du coup, il y a une entraide. Et là, au début, quand j'ai sorti l'idée de l'entraide entre les artisans, on m'a dit, non mais là, tu rêves. Ils sont là, ils sont déjà débordés dans leur boulot, il est hors de question qu'ils aillent aider un autre. Je suis OK. Si le monde est ainsi fait, est-ce qu'on va accepter que le monde n'évolue pas ou est-ce qu'on peut imaginer que derrière, il y a des gens qui ont envie de faire des choses? Et les artisans, en fait, ont commencé à jouer terriblement le jeu en disant, mais moi, en fait, il y a une fonction où je dois facturer et je dois exister, parce qu'économiquement, ça fait partie du modèle. Sauf qu'il y a aussi une fonction où il y a de l'entraide, où je suis plutôt fier, parce que j'ai des compétences et que je suis assez fier de pouvoir les partager. Et donc, je suis assez fier de devenir labellisé pour être référent d'un produit. Et donc là, toute la mécanique a commencé à changer. Et ça en très peu de temps, parce que je vous rappelle que c'est 2 ans et demi d'existence, l'entreprise. Donc en fait, on voit, tout comme on l'a vu avec de l'ubérisation, avec les taxis, les banques, les avocats, tous ces mondes qui changent, on est en train de se rendre compte que votre habitat, il est en train de changer, que le comportement du consommateur à l'intérieur de l'habitat, ça change considérablement, que la vision des gens sur un environnement connecté devient de moins en moins inquiétant, que on commence à tous comprendre l'utilité que ça a, que les prix chutent et que c'est donc avantageux, que les acteurs qui sont les acteurs de pause, en fait, deviennent extrêmement sollicités et ils veulent faire de la formation pour aller sur cet environnement. Donc en fait, tout l'écosystème est en train de prendre sa maturité et d'apporter la solution sur ce fameux habitat connecté. Qui dans la salle a encore très peur de ce monde-là? Soyez pas timide, c'est sincère, c'est logique. Qui a franchement peur de ce que ça peut donner? Pas plus que ça. Cool. L'année dernière, on m'a déjà dit que j'étais un sorcier. Donc en 1 an, ça a bien évolué. Vous avez raison. Oui. Je voudrais dire, on n'a pas peur, mais là on est sceptique. C'est d'affirmer que tous ces artisans vont brutalement accepter de travailler ensemble. Et là j'ai un peu des doutes quand on connaît un peu l'esprit français, pas toujours avec une largeur de vue telle que ça peut entraîner un type de résultat. Alors, j'ai évoqué le fait qu'il y avait des ambassadeurs qui se mettaient en place. Je n'ai pas dit que tous les artisans travaillaient ensemble. Et encore une fois, la structure qu'on est en train de développer, ce ne sont pas tous les artisans sur le même département. C'est-à-dire que là où vous avez tout à fait raison, c'est que si je pars du principe que l'artisan du coin de ma rue va aider celui qui est à côté, potentiellement ils sont concurrents. Sauf que si vous prenez un artisan de Touraine qui va aider un artisan, je ne sais pas quoi, de Bretagne ou autre, là, il y a un intérêt, parce que vous avez un référent par région qui, lui, devient l'ambassadeur du système. Donc, on n'a pas mis, notre procédé ne s'applique pas simplement sur le fait que ce sont les artisans qui dépannent les autres, mais on s'est donné la possibilité, dans la plateforme, que quand un artisan est en panne, enfin une complexité de paramétrage de quelque chose ou qu'il ne sait pas faire parce qu'il réfléchit très vite sur la notion de temps. C'est-à-dire que s'il installe un produit et qu'il doit venir 2 fois pour l'installer ou qu'il doit attendre 2 heures pour avoir une réponse, il ne va plus jamais commercialiser notre produit. Donc en fait, nous, on met en place la hotline et que derrière cette hotline, on propose aussi de diffuser l'information sur les référents du produit qui, eux, sont très fiers de pousser des tutos, des vidéos
des compléments d'information, des expériences personnelles en disant « Non, mais quand j'ai installé ça, je me suis rendu compte que ça marchait pas. Du coup, j'ai une petite combine que le constructeur ne va pas donner, parce que le constructeur, encore une fois, il va donner une solution pour son produit, mais l'association entre deux produits, le constructeur n'a pas vu tous les cas de figure. » Et donc, c'est cette union qui commence à changer. Et pour autant, vous avez raison, dans la logique de « attention », et quand on regarde, en fait, les artisans adhèrent à des groupements, pas que pour faire du réseautage, ils adhèrent aussi à des groupements parce qu'ils ont envie de pouvoir discuter entre eux en disant là, très clairement, j'ai des compétences dans ce domaine et ils se renseignent. Donc s'ils sont capables de le faire visuellement, de la main à la main, ils sont aussi capables de le faire pour dépanner sur une installation globale. Et c'est tout le monde, hein, encore une fois. Je ne suis pas du tout en train de généraliser, mais là où au début on m'avait dit mais jamais, en tout cas ils ne le feront, aujourd'hui on se rend compte que c'est pas ça. C'est vraiment, il y a un changement et il y a une existence. On a tous un ego, sans vouloir être surdimensionné, on a tous malgré tout un ego. Et donc de devenir quelqu'un qui peut aider les autres, il n'est pas juste pour aider, il aide parce que d'un seul coup il devient référent. Et ça change le comportement. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, je vais répondre à cette question parce que j'ai vraiment quelque chose pour vous sur la présence verte. Je vais vous raconter une anecdote, si vous me permettez, parce que vous m'avez fait sourire au début de votre discours, parce que j'ai dit c'est possible, il est en train de lire dans mes pensées. Là. Je ne suis pas connecté à ce point-là quand même. Vous savez, on se passe l'avenir. On ne le verra peut-être pas, mais j'ai une sclérose en plaques, hein, donc problème de mobilité. Je me suivais donc une nuit pour aller aux toilettes, comme vous racontez, et en sortant des toilettes, j'ai perdu connaissance nette, et je me suis réveillé 2h30 après dans mon entrée qui était complètement chamboulée. Moi j'avais le crâne ouvert sur 11 cm, vous voyez, et je me suis pété la vertèbre. Donc j'ai pu donner l'alarme que 2h30 après, lorsque je me suis réveillé. Ils avaient une alerte qui, soi-disant, en cas de chute, se déclenche. Ça sent encore, parce que oui, il y a 7 ans. Il fallait mettre une pile. Non, mais c'est pour dire, heureusement que je me suis réveillé déjà plus de 2h30. Alors déjà, il faut appuyer, vous êtes complètement dans le gingembre parce que vous êtes assommé pendant 2 plombes. Quand la nana ou le mec qui vous appelle dans le haut-parleur, oui, je sais pas, je suis tombé au fond de la moitié dans le coltard. Mais si ça s'était vraiment déclenché comme ça aurait dû, et le mec serait arrivé 2 heures avant déjà. J'adore votre témoignage parce qu'en fait, c'est toujours une polémique. Alors dès que je m'adresse à des gens dans le milieu médical, tout le monde va dans votre sens et dans le mien. Je suis une ancienne infirmière et j'ai été comme vous hospitalisé 2 ans à la suite de brûlure, vous voyez. Ouais. J'ai les deux côtés de l'histoire, on est bien au club. Hein, Non, mais alors, j'adore votre témoignage parce que, effectivement, ce que je vous disais, c'est que quand je m'adresse à des professionnels de la santé, tout le monde est convaincu de ce que vous dites et de ce que je dis. C'est-à-dire que pour avoir vécu l'habitation avec la personne à l'intérieur de son habitat, la présence verte était un outil merveilleux il y a 30 ans. C'est-à-dire que c'était le premier outil qui permettait de créer un déclenchement. Sauf que rien que le nom est déjà intéressant. Je suis d'accord, mais rien que le nom était intéressant. C'est-à-dire que moi qui ai fait un petit peu de marketing, je trouve très amusant de dire présence verte. Parce qu'en fait, vous soulevez le problème rien que dans le nom. Il faut donc que j'ai encore la présence verte. Donc vous tombez, vous perdez connaissance, vous n'avez donc plus la présence verte. Et si vous allez très très bien et qu'on vous dit il faut porter ça, ben malheureusement, en fait, quand vous vous levez la nuit, vous n'allez pas forcément le porter. Quand vous allez sous la douche, vous n'allez pas le porter. Quand vous êtes dans un milieu à risque, c'est-à-dire chambre, douche, enfin salle de bain et cuisine, vous n'allez pas forcément le porter. Parce que quand vous vous levez la nuit, mais bien sûr. Donc, moi, c'est mon chien la nuit. Ah bah si le chien en plus est dressé pour déclencher présence verte, je le félicite. Il appuyait tout le temps. Alors à chaque fois, c'est eux qui me réveillaient avec, en disant « Mais qu'est-ce qui vous arrive, Madame Noire ?» J'ai connecté mon chien. « Mais pourquoi vous me réveillez ?» J'ai dit « Vous avez appelé ?»« Non !» Ah, à tous les coups, c'est encore le chien qui appuyait sur le machin. Donc je retirais et je mettais ça dessus parce que... Et là, en fait, vous soulevez un autre problème. C'est trop d'alerte, tu l'alertes. C'est-à-dire que puisque c'est pas calibré, les gens du coup de l'autre côté disent « Ouais, c'est pas grave, c'est encore le chien. »
Ah non, là, c'était pas le chien, justement. Donc, en fait, les outils d'aujourd'hui, c'est justement plus ça. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur du déclenchement réalisé par la personne, qu'on peut compléter aussi si on le souhaite. C'est-à-dire qu'on peut, en plus, faire un déclenchement volontaire. Mais la réalité, c'est qu'on est avec des détecteurs dans la pièce qui font une analyse de la perte de verticalité. Et donc là, on arrive vraiment sur des outils extrêmement performants qui dit la personne tombe. Et donc là, le premier scénario, la maison prend la main et dit est-ce que ça va? Oui, oui, ça va, je me relève, pas de problème. Donc ça désactive. Mais justement, je vais vous raconter la suite. Ah bah, là, si vous tombez vraiment dans le lit, madame, excusez-moi, mais c'est plus le même numéro qu'il faut faire. Non, mais quand vous voyez, alors, je vous allais pas pour te dire, mais même les gens, ils l'ont sûrement lu ou vu quelque part. Des fois, on vous dit, on a retrouvé une personne âgée, ça fait 6 mois qu'elle était enfermée dans son appartement toute seule, et personne ne s'est aperçu que, si c'est le facteur, parce qu'il a vu que la boîte aux lettres se remplissait, qui a alerté les pompiers, et la personne, elle était décédée depuis 6 mois dans sa maison. Ah, je suis désolé, ça arrive très fréquemment. Hein, je suis d'accord. Alors, en fait, en tant qu'infirmière, vous pouvez aussi témoigner sur ça, c'est-à-dire que les armes et les alertes permettent aussi au personnel aidant les professionnels, tous les aidants professionnels, de ne pas arriver sur justement des personnes décédées et d'avoir un choc psychologique, parce que ça, c'est aussi dramatique. C'est-à-dire que si vous êtes averti, quand vous êtes un intervenant, si vous êtes averti qu'il y a déjà un problème, au moins vous n'arrivez pas de la même façon qu'en attendant que le chien vienne vous faire la fête quand vous ouvrez la porte. C'est pas la même situation. Vous aviez une question. Oui. Disons que dans les sujets, les grands paramètres que vous avez cités, vous citez le facteur technologique, oui. Le facteur humain et l'ingénierie en fait partie. Par contre, le facteur environnement, vous avez abordé de manière succincte de la douche, comme madame aussi, là, de chute. Ce facteur-là n'est pas pris en charge par toute cette domotique. Si. En fait, un coup de pouce, vous êtes dans une zone qui est foudroyée. Nous, on va répondre quand même à des grandes généralités. C'est-à-dire que je ne vais pas couvrir tous les cas de figure. Hein. C'est-à-dire que dans votre voiture, pareil, on envisage la majorité des accidents qui arrivent par un choc frontal ou un choc de devant ou de derrière. Les chocs sur le côté sont désastreux. Et on a beau le savoir, on n'a pas encore solutionné tous les problèmes. Dans votre habitat, nous, on est capable d'optimiser la couverture. Je ne peux pas faire revenir des gens qui sont déjà décédés ou faire vivre encore plus longtemps des gens qui sont sur le point de mourir. Mais déjà, ce qu'on va apporter, c'est un confort de vie plutôt que d'envoyer dans des EHPAD. Madame ? Oui. Pardon. Oui, alors, oui. Alors, en fait, on peut surconnecter les gens. Il y a un moment, il faut être aussi un peu cohérent dans ce qu'on veut faire. Je pense que à ce stade-là, si on sait qu'il y a des personnes qui sont encore vifs, qui se déplacent et qui ont une fragilité, on va donc équiper l'habitat de détection. Si on sait qu'il y a une personne qui a des fragilités de cœur, respiratoire, avec un risque à l'intérieur en étant couché, on va donc équiper la personne avec une montre communicante. Mais on va éviter de mettre une montre communicante, plus des détections de trucs, plus un tapis sensitif, plus une lumière. Voilà. Il y a un moment, il ne faut pas non plus... ça peut arriver à tout le monde, mais on ne va pas non plus se connecter pour tout. Oui, je suis d'accord, mais faut pas, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un environnement de psychose en disant on va... Enfin, c'est pas ça notre schéma. Hein. Notre schéma, c'est vraiment, comme je le disais tout à l'heure pour la piscine, c'est de rendre quelque chose qui, à un moment, n'est plus dans le confort pour le re-rendre confortable. Mais effectivement, on a des outils qui permettent de détecter pour des personnes qui sont alitées. On a eu un cas il n'y a pas très longtemps d'une personne qui vit dans son lit parce qu'elle est handicapée, elle doit vivre dans son lit. Et l'avertissement, c'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est pas un mouvement dans la pièce, c'est de détecter quand cette personne
a un mouvement atypique, c'est-à-dire qu'elle tente de sortir du lit ou qu'il y a une fonction qui correspond pas à ce qu'elle est censée faire. Et du coup, on fait de la captation d'informations dans le lit pour pouvoir garantir la qualité de vie de la personne. Et après, quand il y a des personnes qui viennent, c'est-à-dire que ce soit la famille ou les aidants familiaux, les aidants professionnels et tout ça, eh ben, il y a d'autres outils qui permettent de capter et notamment de gérer la facturation pour les aidants professionnels. Parce que vous savez que les ADMR, enfin toutes ces associations-là, vont donc devoir comptabiliser les heures, la présence et tout ça. Et du coup, on a des outils qui permettent de collecter ces informations et de générer à ce moment-là la facturation et tous les services qui vont derrière. Et la MDPH, dans ce cas-là, Oui, bah, aujourd'hui, on répond à un dossier de la CARSAT, par exemple. Donc, on est sur tous les fronts, mais on n'a que 2 ans et demi. Je vous jure, on fait des journées de 18 heures. Hein. Oui, oui. Enfin, j'ai pas prévu de vieillir plus vite que les autres non plus. Je vais donner. C'est même pas présentiel, c'est assistance culturelle, peu importe, tout ça c'est pareil. Une fois que j'ai été toute seule, j'ai dit, bon, c'est pas la peine de le garder, j'ai quelqu'un maintenant à tenir 24 heures sur 24, et je me suis aperçu justement que la MDPH remboursait. Enfin, selon vos revenus, ouais. Rembourser. C'est pour ça que Très bien, ben, je me pencherai sur la situation. on est beaucoup d'handicapés. Ben, bien sûr, bien sûr. Monsieur avait une question, pardon. Oui, est-ce que vous pourriez nous préciser les modalités d'installation du matériel? Parce que vous nous avez dit que, évidemment, maintenant, ça pouvait s'appliquer à tout type de construction. Là, bien évidemment, c'est plus facile, mais les constructions anciennes, vous n'aviez plus de saignée à faire. Et par contre, il faut bien installer des capteurs. Oui. Les capteurs, vous évoquiez de la perte de verticalité, il faut bien mettre un capteur au mur pour constater cette perte de verticalité. Donc il faut bien bouger, toucher quand même. Alors les capteurs, vous en avez un derrière vous. C'est exactement la même chose que celui qui est collé au mur derrière vous, qui est un capteur en fait d'alarme. Et donc lui, il est posé avec un système de fixation. Et il est autocollant ou je ne sais quoi, c'est pas moi qui l'ai posé. Mais et après, il communique avec de la radiofréquence. Alors je sais, il y a la problématique de on va se retrouver avec plus d'ondes. Mais sincèrement, si c'est une problématique d'un peu d'ondes, quand la radio est arrivée, quand la télévision est arrivée, quand machin, et que si c'est ma problématique, c'est l'idée que je reçois un peu d'ondes, ou si je me retrouve dans un EHPAD, je vous jure, moi aujourd'hui, je suis encore prêt pour bouffer des ondes. Hein. Ou le téléphone. Voilà, enfin, il y a plein d'outils. Oui, j'ai une question pratique, ça relie un petit peu les autres. J'ai un parent qui a 82 ans, qui est tout seul, qui habite à 35 km. Donc, ce que j'ai convenu avec lui, c'est que par exemple, à 23h, il baisse ses rideaux. Donc, je lui fais installer des rideaux électriques avec un connecteur, tout ça, bon. Je voudrais vérifier à distance, à 23h, est-ce que les rideaux sont bien baissés? Il n'a pas baissé les rideaux, il a peut-être eu un accident, il s'est passé quelque chose. Donc ça peut servir à ça. Et pratiquement, donc, par pratique, comment ça se passe? J'accède sur un... Je peux vérifier si, nous avons une tablette, l'ordinateur, je peux vérifier s'il a baissé son rideau. Et c'est... J'accède sur un... chez le fournisseur de l'appareil. Ça se passe comment? C'est un abonnement? Moi, je vous inviterai à passer par nous, mais après... Non, trêve de plaisanterie. En fait, encore une fois, on est sur un produit. Et ce produit répond à une demande et pas une situation. Votre demande, c'est de dire, je demande à mes parents, d'intervenir et de déclencher à 23h et de fermer à 23h. Ça veut dire que la seule veille que vous avez, c'est à 23h10 ou 23h30. Ça limite quand même un peu votre vie privée. Mais à 23h10 ou 23h30, je me mets dans l'obligation d'aller vérifier. Vous êtes dans la contrainte de vérifier. Si vous ne l'avez pas fait et que vous vous relevez la nuit en disant « je n'ai pas vérifié », et quid, vous vérifiez, et donc avant, s'il tombe, le volet n'est pas fermé, après, s'il tombe, le volet est fermé, vous n'avez pas d'infos. Donc en fait, vous n'avez toujours pas solutionné l'angoisse et la problématique. Pas sur ce type de solution, c'est fermer des volets, à la limite, je vais vous dire, vous pourriez les fermer d'ici et qui vous appellent en disant « non, tu les as fermés trop tôt, on ferait exactement le même et on n'aurait rien solutionné ». Je
train de vous dire qu'il faudrait mettre une caméra pour qu'il vous fasse coucou tous les soirs en vous faisant un bisou et en vous disant bonne nuit. C'est pas ça non plus. Je suis juste en train de vous dire qu'on peut proposer un certain nombre de capteurs. Alors, il y a des capteurs, par exemple, des capteurs d'eau. C'est un truc, ça paraît tout bête. Mais si la personne consomme pas comme d'habitude, on est aussi alerté qu'il y a quelque chose qui va pas. Si demain il y a un accident sur un foyer qui est équipé, nous on peut couper le gaz à distance. C'est-à-dire que l'algorithme va prendre la main et va couper le gaz quand on est dans une situation d'alerte. Et ben là, couper le gaz, en fait, typiquement, on voit que ça peut être quelque chose qui est extrêmement important, parce que je vous disais que la cuisine est un des 3 univers qui sont dangereux. La personne se sert son eau chaude, son café, son thé, n'importe quoi, le renverse, tombe, le renverse, ça coupe le gaz continue à diffuser et du coup la personne est tombée, et ben parce qu'on a eu l'alerte de la chute, et ben tout l'ensemble du système se met en place. La personne sort de sa baignoire, glisse en sortant de sa baignoire et en même temps elle avait fait couler le bain, la baignoire qui commence à déborder. Tout ça, c'est une problématique. On peut couper l'eau et le système automatiquement fait de la détection d'inondation et va couper l'eau. En fait, on peut connecter tout ce que l'on veut et après, ça va demander au prorata du besoin de la personne. Donc, c'est un moyen que vous avez trouvé qui est humainement un peu un outil qui est de dire je te laisse ton indépendance et juste je suis connecté à toi pour le fait que de fermer les volets. Mais Ça coupe le gaz. Si la personne elle a pris une casserole avec de l'oignon, et qu'elle s'est bouillante entre-temps, c'est le gaz. Vous savez quoi comme alerte derrière? Quelqu'un qui sort de la baignoire, qui glisse, ok, vous coupez l'eau, ok. Mais une personne qui sort de la baignoire, ça s'appelle le fémur. Mais parce que je vous ai dit qu'en amont, j'avais une détection de perte de verticalité. C'est-à-dire que je couperai l'eau, s'il y a le feu, je vais éviter de couper l'eau. Non mais c'est bête, mais ça fait partie de l'algorithme. L'algorithme analyse ces problèmes-là. Non mais ce que je vous explique, c'est que le premier phénomène déclenchant, c'est la chute. Tous les gérontologues vous garantissent qu'une personne qui a chuté rechutera. Voilà. Donc, la problématique, c'est la première chute. Et donc, à partir du moment où vous avez une première chute, il y a 2 phénomènes. Il y a une fragilité intellectuelle de la personne qui a compris qu'elle allait chuter. Et donc, du coup, c'est un phénomène déclenchant. La deuxième chose, c'est que la chute, vous avez une fragilité. Et donc, après, il y a une angoisse qui se fait. Et donc, il y a une répétition de la chute. Donc, tout part à l'origine de la détection de la chute. Et la détection de la chute, elle était très bien quand il n'existait pas les nouveaux systèmes de détection automatique. À ce jour, des procédés comme présence verte et autres, c'est de la volonté de déclenchement. Ben, le col du fémur, c'est dramatique parce que la durée de vie derrière, elle est juste raccourcie considérablement. Parce que, exactement. Oui. Je suppose que tous les matériels que vous installez sont sous système Wi-Fi. Alors, pas forcément. Il y a plein de protocoles de communication, certains sont sous de la radiofréquence, d'autres sont sur du Wi-Fi, d'autres du Bluetooth, après du LoRa, après du Sigfox, et ainsi de suite. Ce qui pose le problème général de la sécurisation. Exactement. Exactement. Pour éviter que quelqu'un puisse ouvrir votre porte, par exemple, quand on est sous système, etc. Donc c'est sécurisé sur de la Mieux que ça. Votre serrure d'aujourd'hui, quand vous perdez la clé, vous appelez un serrurier et il vient, il vous ouvre la porte. Et en plus, il vous prend 80 balles. Autant appeler un voleur, lui, il fait ça gratos. Mais, donc, ça veut dire que si le serrurier sait ouvrir une porte, votre serrure, elle n'a rien de sécurisé. Donc, le voleur, il sait le faire. Donc, la résultante, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une serrure connectée, si quelqu'un essaye de l'ouvrir, elle s'ouvrira pareil, sauf qu'elle va communiquer. Donc, les personnes qui sont autour vont recevoir une alerte disant « Tiens, la serrure, elle a été ouverte de façon anormale ». Votre voiture, il y a moins de voitures qui sont volées aujourd'hui qui sont embarquées d'électronique plutôt que des 4L de l'époque. 4L de l'époque, vous tiriez un peu sur la vitre, vous passiez un truc, vous diriez ça. Ah, mais vous avez tous les cas de figure, je vais vous prendre comme commercial, franchement, c'est magnifique. On va faire des vidéos ensemble. Vous devriez venir parce qu'on fait des web TV, je vous jure que c'est vrai. On a un outil au bureau, c'est une web TV. Donc une web TV, ça veut dire qu'on fait des vidéos et on présente des produits et tout ça. On a un slogan qui dit parce que nos produits sont sérieux, on n'a pas besoin d'être. Venez, je vous jure, on s'amuse ensemble. Hein. On a des vraies vidéos amusantes qu'on pourrait faire. Eh ben, je vous propose sincèrement, nous sommes à MAM.
On est à l'incubateur MAM. Je vous invite vraiment je vais vous donner ma carte. Je vous invite à m'appeler. On se fait des vidéos ensemble. Je vous promets qu'on va passer des bons moments. On va faire du YouTube. D'autres questions, parce qu'après je vais devoir vous quitter, parce que je crois qu'on a d'autres, encore 10 minutes si vous voulez. Pas de questions. Mais votre vie est magnifique. Déjà adresser des sites de référence, des sites pilotes, on va dire, sur la région. Vous parlez de l'habitat lui-même? Comme vous avez présenté déjà une collection de beaucoup de fonctions. Non, alors je vous mettrai pas de produits en ligne, je vous mettrai pas des habitations en ligne, parce que il y a un respect quand même de la personne, que les clients ne sont pas des espaces publicitaires. On peut vous parler d'installations qui sont faites. Alors, une des plus techniques qui a été faite, c'était avec de la caméra où la personne est quand même assez lourdement touchée, et sur lequel on a fait même un système vidéo de surveillance et de détection de toutes les problématiques confondues. C'est pas un labo, hein, c'est parce que vraiment il fallait pouvoir aller loin dans la détection globale. Et donc là, la réticence de la caméra n'a même plus du tout de problématique, parce que c'est soit je préfère encore être vu au risque d'avoir des crackers internet et qu'on le voit sur les caméras, mais si c'est pas ça, je me retrouve dans un habitat qui est justement celui que je ne veux pas. Donc après, des cas de figure, il y en a à l'infini, puisqu'en fait, on peut aller d'une simple sonnette d'avertissement. On a par exemple des sonnettes à déclenchement qu'on peut poser juste dans la salle de bain et qui vont permettre de dire, bah là, ça va pas bien, je veux juste avertir, à effectivement de la serrure connectée, de la détection de perte de verticalité, ce que je disais tout à l'heure, la gestion du chauffage, la gestion des ouvrants, ça n'a plus aucune limite. Cette technicité n'a plus aucune limite. Les hôpitaux pourraient être un peu plus en cours. Exactement. Alors, Quand on voit dans les WC de chambre, oui. il faut tirer une... Alors c'est la demande en fait qui est faite dans les EHPAD. Alors la demande qui est faite dans les EHPAD, vous avez tout à fait raison, c'est que le lit a une tirette, la salle de bain a une tirette, et entre les deux, la chute, elle est sympa. Et pareil, dans les EHPAD, en fait, ils ont une problématique en termes de gestion des ressources humaines, c'est que la nuit et le week-end, ils sont en sous-effectif, et donc c'est une seule personne qui vient et qui va gérer 2 étages. Donc tout ce qui va se passer pendant ce laps de temps, les alertes, elles sont traitées au prorata de leur capacité à pouvoir répondre à ces besoins. Et autre chose, on a par exemple aujourd'hui, on a des caméras de détection donc de visage, de reconnaissance de visage, qui permettent de donner une habilitation ou pas. Donc on a des personnes qui ont des maladies d'Alzheimer ou autres problèmes de ce type, et qui sont donc dans ces centres et qui veulent aller se promener dans le parc. Et donc on leur donne la liberté. Sauf que comme on ne sait pas les capter, et ben du coup on a tendance à les contraindre à rester dans un espace plus sécurisé, et on les prive de leur liberté, alors que si on met une caméra qui fait de la reconnaissance faciale raccordée à la serrure connectée, ça veut dire que la personne, elle peut aller dans le parc, elle peut profiter de l'espace, et elle n'ira pas au-delà du parc parce que le système sera verrouillé et lui permettra pas d'y accéder. Et donc c'est ça toute la mécanique en fait qu'on peut greffer à différents stades. Encore une fois, on n'est pas dans une mécanique de répression, on est juste dans une mécanique qui permet d'optimiser la qualité de vie. Parce que en fait, les personnes qui travaillent sur les EHPAD vous disent qu'ils en sont à des méthodes où ils contraignent les gens à faire le moins en moins de choses parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils ne peuvent plus faire des choses qui vont leur donner la dignité. On a vu un cas de figure, une personne qui était vraiment en phase terminale, à laquelle il y a un des services qui a refusé de lui donner un œuf à la coque parce qu'elle avait du cholestérol. Parce qu'en fait, on est sur un système, non mais c'est débile, mais on est sur un système où les gens, ils se protègent, surprotègent, en disant non, mais on sait jamais, si ce coup-là, elle meurt juste à l'instant T où il y a son œuf dans l'assiette, et que là, c'est moi qu'on va attaquer. Non mais stop, quoi. Et donc ces outils-là permettent à un moment ou à un autre de redonner la dignité à tous. Je ne dis pas que c'est la solution globale et la seule et unique solution, c'est juste un outil complémentaire qui vient. C'est juste un service qui vient se mettre au profit d'une certaine liberté. C'est juste ça. D'autres questions? Ben écoute, j'ai un voisin, j'habite à côté des maisons de retraite, c'est Saint-Cyr, à Ménarguerre, avec des réflexes près, et le conjoint est là pour le bruit.
justement un système de manière où théoriquement les patients ne peuvent pas se sauver. Il y a combien, 3 semaines, on a un papy Alzheimer en chaussons qui passe devant chez nous. Je rentrais du pasteur, il me dit, oh, je dis, vu habiller les chaussons, il dit ça à Alzheimer qui se tient à la maison de travail. Ça peut arriver, ça peut arriver. Mais on est une infirmière pour faire 5 patients. Oui, oui, bien sûr. Non, mais je connais bien. Mais moi aussi. Moi aussi. Justement, on pourra échanger. Une question différente. Avec plaisir. J'ai une résidence à 400 km, résidence secondaire. Et qu'est-ce que vous proposez pour régler le chauffage, par exemple? Plein de solutions. La chaudière, pour éviter justement les sauvages de gel, de canalisation. Alors on a plein de solutions. Il y a évidemment la première solution qui est de permettre des modes de veille qui vont permettre de gérer le fait de ne pas descendre trop bas en température. Mais ça, vos radiateurs aujourd'hui, ils savent le faire et c'est pas le problème. N'importe quel radiateur a un procédé d'antigel. Mais c'est pas là où ça a un vrai intérêt. Ce qui va avoir comme intérêt pour vous, ça va être de dire, bah là, je décide d'aller dans cette maison, et donc non, j'y vais pas là tout de suite, parce que le temps qu'elle se mette en température quand je vais arriver, pendant toute la soirée, je vais avoir froid, et c'est seulement demain matin que ça va aller. Et puis du coup, l'inertie qui fait que je repars le dimanche après-midi, et donc elle aura continué à chauffer et tout ça. Et puis du coup, je suis un peu embêté parce que j'ai laissé des choses chaudes à l'intérieur de l'habitat. Donc en fait, on voit bien toute cette contrainte que l'on peut avoir et qui est une réticence sur le fait d'y aller. Et donc on se prive de certains moments juste parce qu'on se dit ce sera pas confortable. À ce jour, non seulement évidemment il est extrêmement simple de raccorder une chaudière, qu'elle soit électrique, au gaz, au fioul ou quoi que ce soit, la raccorder à un thermostat, qui ce thermostat est raccordé à une station météo. Et donc cette station météo va analyser les besoins en termes de fonctionnement. Ce qui va permettre, notamment si on est par exemple sur un circuit électrique, d'avoir une consommation qui est adaptée aux périodes les moins coûteuses. Et donc de dire, bah, là, en fait, je la mets en phase antigel, donc je vais maintenir par exemple du 6-7 degrés dans l'habitat pour pas que ça bouge, que les murs ne soient pas abîmés, tout ça. Je vais maintenir pendant les phases à fort taux d'humidité parce qu'il pleut depuis un certain temps et ma station météo m'en avertit. Donc je vais faire fonctionner un peu plus le brassage d'air, je vais monter un petit peu la température de façon modérée, mais juste pour faire en sorte que les meubles à l'intérieur ne s'habillent pas et que les murs ne jouent pas. Et ensuite, là, j'ai décidé d'aller passer mon week-end. Je sais qu'il faut à peu près 1 heure pour monter la température, la maison à bonne température. Et donc, je monte dans la voiture, je déclenche le chauffage à distance et je dis, voilà, je voudrais du 19 degrés et demi. Et quand j'arrive, la maison est à 19 degrés et demi. J'ouvre les volets. Oui, alors après, bah, vous avez évidemment plein d'acteurs, c'est-à-dire que c'est le plombier chauffagiste, après vous avez le couvreur pour gérer les Vélus, après vous avez des... Non, et c'est bien ça l'intérêt, c'est qu'ils sont pas compétents sur le raccordement. Or, aujourd'hui, je vous mets au défi d'acheter n'importe quel appareil de votre habitat, d'appareil neuf, qui n'est pas connectable. Ils sont tous connectables. Simplement, ils ne sont pas tous connectés. Parce que les artisans sont dans la réticence parce qu'ils ne savent pas faire. Et que du coup, ils ont peur de le connecter en se disant, ah, il va m'appeler, il va m'emmerder, en me disant, il faut que j'y retourne. Et puis, quand je vais le facturer pour un aller-retour, il va me dire, c'est bon, vous avez juste reparamétré le truc. Et donc, s'ils veulent pas. Et c'est là où nous, on peut soit prendre la main à distance, soit intervenir avec vous directement à distance, soit directement déclencher l'intervention en fonction des besoins. Donc oui, des solutions comme celle-ci qui vont aller plus loin, puisque derrière, ça va se greffer sur un ensemble de scénarios. C'est-à-dire que, puisque vous allez arriver, vous allez pouvoir aussi gérer l'ouverture des volets, pour faire entrer un petit peu de lumière dans l'habitat. Tout ce que l'on peut imaginer, en fait, c'est pas limité. Ou même vous faire acte de présence. Donc vous n'allez pas ouvrir les volets pour ouvrir les volets. Vous pouvez avoir une caméra d'extérieur, vous assurer, faire une levée de doute, vous rendre compte qu'il n'y a absolument aucun problème, donc pas de problème, j'ouvre les volets, et de temps en temps, comme ça, régulièrement, je fais vivre un peu la maison. En fait, quand vous connectez sur objetdomotique.com, on va vous poser une petite question. Voulez-vous être accompagné? Et donc, vous allez descendre dans le site, vous allez cliquer. Allez, on y va. Et là, en fait, on va vous poser, je crois, 10 questions en tout, qui sont assez basiques. Et à partir de là, nous, on va étudier les grandes familles de ce qui serait nécessaire pour vous. Et on se propose de vous rappeler et d'étudier plus profondément les services. Ça s'appelle le service connecté. Donc, il faut aller dans la sémantique globale qui est de vraiment penser, je souhaite avoir un vrai service qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. Vous achetez pour un bon prix, mais vous oubliez le service. Nous, on est en plus de faire le bon prix, on accompagne avec le service. Donc, en fait, on veut démocratiser le produit, on veut démocratiser
démocratiser le service, on veut faire de l'accompagnement dans l'environnement du connecté, service connecté. Et ben voilà, il faut qu'ils nous appellent parce qu'on accompagne les professionnels, bien entendu. Vous arrivez à, par exemple, dans une maison existante, un système d'alarme qui date un peu, il peut y avoir d'autres automates, Le portail, ainsi de suite. est-ce que vous arrivez toujours à récupérer et à Non. consulter tous les protocoles Non. Non, alors, on vous invitera pas à tout changer. On vous invitera, certains protocoles vont être compatibles. Ceux qui ne seront pas compatibles viendront au moment de leur obsolescence programmée, viendront au moment du changement, et là on vous accompagnera dans le changement pour aller sur la majorité des produits que vous aurez choisis. La stratégie, elle est juste de dire, vous avez par exemple aujourd'hui juste une alarme, et demain vous voulez installer des volets, on va vous poser la question, ok, est-ce que l'alarme est compatible avec les volets ou pas? Si votre alarme elle a juste 1 an, ça sera compatible, et on va vous accompagner pour rester sur le même process et le même protocole. Si votre alarme et donc, au moment où il faudra changer l'alarme, en fait, on vous accompagnera pour l'associer aux nouveaux produits que vous aurez sélectionnés. Mais on va se concentrer, en fait, sur la majorité des outils qui prendront petit à petit la main sur votre maison. Et après, si ça vous gêne pas d'avoir plusieurs télécommandes, là, on rentre même plus dans la problématique des protocoles. Mais nous, notre volonté, c'est de vous simplifier au fur et à mesure la vie. Et jamais on vous dira, votre alarme, elle marche très bien, mais elle est pas compatible, donc on va la changer. Sauf si c'est un souhait d'avoir, de votre part, d'avoir un vrai et unique outil unique. Mais sinon, c'est pas du tout notre façon de faire. Mais vous faites pas, moi, j'ai des problèmes avec mes meubles. Vocales. Mais si, vous avez une multitude de choses avec de la commande vocale. Tout le monde peut pas se... Moi, déjà, je voulais changer de téléphone, parce que j'arrive pas à mettre bien, je vois sur le tel chiffre, tel chiffre, les gros. Ah, vous avez quand même des outils, aujourd'hui, vous leur parlez, ils font tout à votre place. Hein. Oui, ben, je l'ai aussi. Ben. Ben, voilà. 10 000 coups de mieux que mon mari, bien. Ah bah ça... D'ailleurs, ça... vous devriez faire ça pour les épouses. Ah non, je ne peux pas être le mari de tout le monde, madame, c'est pas possible. Ça... Pour ça, vous il est connecté parce qu'il part chercher des œufs, il vient de prendre comme après. Ah, c'est peut-être parce qu'en plus des œufs, il y a une poule, mais ça, c'est un autre problème. Est-ce qu'il y a une autre question, puis après, je vais vous laisser. C'est bon. Écoutez, je vous laisserai valider d'avoir une maison connectée pour demain, et merci en tout cas d'avoir écouté. Bon après-midi à vous. Oui, bien sûr. Ah mais Tagging out.